Bonjour, le 18 juin 1815, à quelques lieues de Bruxelles, se déroula une des batailles les plus connues de notre histoire de France. Il s'agit d'une défaite, vous l'aurez compris, il s'agit de la bataille de Waterloo, une bataille qui s'est inscrite dans la légende napoléonienne et qui a pleinement participé de son mythe. La victoire des Anglais changea naturellement le cours de l'histoire de France, mais aussi de l'histoire européenne. Qui furent les acteurs de cette grande bataille? Quelle en fut sa réalité, ses réalités militaires et politiques? Enfin, quelle image peut-on retenir de ces 300 hommes qui luttèrent sur la morne plaine, selon le vers de Victor Hugo? Eh bien, pour répondre à toutes ces questions, je reçois Jean-Claude Dammam. Jean-Claude Dammam, bonjour. Bonjour. Vous êtes historien, spécialiste du Premier Empire. Vous avez écrit plusieurs livres sur le sujet, notamment une biographie du maréchal Lannes paru chez Payot. Vous êtes également l'auteur d'un livre sur les soldats de la Grande Armée aux éditions Perrin et enfin d'un ouvrage majeur consacré exclusivement à cette bataille de Waterloo. C'est un ouvrage qui a été réédité dans la collection de poche des éditions Perrin, la collection Tempus l'année dernière. Alors, dans la préparation de cette émission, vous me disiez que votre objectif en écrivant ce livre n'était pas d'écrire une histoire militaire de la bataille, mais au contraire de mettre en avant l'aspect humain. L'aspect humain est-il si important ? Tout à fait, parce que je crois on peut prendre une bataille ou un événement historique de deux manières différentes, soit en ne cernant que le fait ou que les faits, et en s'intéressant accessoirement aux hommes. Et l'autre démarche qui est la mienne, que je privilégie et que je préfère, parce que je veux dire, l'humain, comme on dit, enfin l'humain entre guillemets, me paraît dans le contexte d'une guerre extrêmement important. Donc l'autre, c'est de parler, l'autre option, c'est de parler des hommes à l'intérieur d'un événement, parce que je crois que particulièrement une bataille est un événement qui doit, je vais utiliser une expression un peu vulgaire et je vous prie de me le pardonner, c'est quelque chose, le récit d'une bataille doit vous prendre aux tripes, et on ne vous prend pas aux tripes en vous donnant des états d'effectifs, des nombres de canons, des nombres de boutons, etc., mais en vous parlant des hommes, comment ils vivent, comment ils se battent, comment ils souffrent et comment ils meurent et éventuellement comment on les soigne. Alors justement, c'est bien ce qui fait la qualité de votre livre, c'est qu'il est extrêmement vivant, autant par ses détails que par ses anecdotes. Vous donnez même l'évolution heure par heure, lieu par lieu. Est-ce un exercice difficile pour l'historien d'essayer de trouver cette trame horaire qui est quasiment exceptionnelle? Oui, c'est très très difficile. Enfin, en disant ça, j'ai l'impression de me tresser des lauriers, ce qui n'est pas dans mes habitudes. Mais c'est vrai que c'est un exercice assez difficile parce que le témoignage, fût-il un témoignage de témoin ou d'acteur, est toujours sujet à caution, non pas par malhonnêteté d'ailleurs, mais par manque de précision. Je vous donne un exemple. Je travaille en ce moment sur un manuscrit consacré à la campagne de Russie. Si vous prenez un événement si simple que la sortie de Napoléon du Kremlin, vous avez 4 versions différentes de gens qui l'accompagnaient, et pas un ne vous dit par où il sort. Pas un ne dit la même chose. Donc essayer de faire un découpage horaire, c'est extrêmement difficile parce que vous heurtez toujours à des témoignages un peu contradictoires. Et c'est pour ça que dans certains cas, enfin plutôt en remarque liminaire, j'ai bien précisé que les heures ne doivent être tenues que pour des repères un peu symboliques. Mais enfin, ils sont aussi précis qu'il est possible de les donner. Alors, il convient de replacer le contexte politique du moment. Toute l'Europe, à l'époque, nous sommes en 1815, est réunie à Vienne, en congrès, et apprend le retour de Napoléon, que toute l'Europe, en tous les cas, tous les chefs d'État détestaient et pensaient avoir exclu de la scène politique. Il est deux choses qu'on ne peut pas oublier lorsque l'on évoque la bataille de Waterloo. C'est de dire que la bataille de Waterloo, c'est l'aboutissement de 15 années
de vilainie, de manœuvres anglaises pour abattre Napoléon. Donc je vais dire 15 années parce que je me limite simplement, disons, au consulat et au Premier Empire, pour abattre la France et celui qui en a fait une puissance qui gênait beaucoup l'Angleterre, donc Napoléon. Est-ce qu'on ne peut pas, je me permets de vous couper, est-ce qu'on ne peut pas replacer le conflit de Napoléon et de l'Angleterre dans la continuité des conflits qu'il y a pu y avoir entre l'Angleterre d'une part et la France d'autre part, mais sous la monarchie, comme le faisaient certains historiens comme Albert Sorel? Je ne sais pas, là ça dépasse un peu mon domaine, mais je crois qu'effectivement lorsque l'on parle, il m'arrive de m'entretenir avec des gens dans des salons du livre, et c'est vrai que lorsque vous parlez de l'Angleterre est toujours considérée comme l'ennemi héréditaire. Donc ce n'est pas l'ennemi uniquement à partir de disons même de la Révolution et jusqu'à 1815, l'Angleterre remonte vraiment l'antipathie, l'anglophobie, mais la francophobie est la même chose de l'autre côté de la Manche. Donc l'anglophobie est une réalité qui remonte très loin dans le temps. Mais je dirais qu'en ce qui concerne Waterloo, cette anglophobie est tout à fait justifiée parce que je reviens toujours à 1800-1815, après avoir plusieurs fois tenté d'assassiner Napoléon via les tueurs royalistes, Cadoudal, etc. Attentats qui ont échoué, sauf malheureusement pour le public qui se trouvait, je fais allusion à l'attentat de la rue Saint-Nicaise, 22 morts et je crois une 50aine de blessés. Et après Napoléon devenu empereur, comme il était il était devenu plus difficile de l'assassiner comme, entre guillemets, un simple premier consul, on a fabriqué, entre guillemets, également des guerres pour essayer de le ruiner. Et Norvin le dit très bien, je crois l'avoir mis d'ailleurs dans l'exergue de mon livre, que Napoléon il a eu pour allier toute l'Europe, mais ils n'ont jamais cessé d'être ses ennemis, tout en restant étant des alliés. Donc ça, c'est un fait important, et c'est pour ça que quand on me parle de Waterloo, je vois rouge, parce que c'est un phénomène de meute. C'est un phénomène de meute alimenté par un chef de meute qui s'appelle l'Angleterre, qui a rameuté tous les chiens courants qui étaient les Autrichiens, les Russes, les Prussiens, les Espagnols, les Portugais pour vraiment tuer Napoléon, enfin tuer ou physiquement ou politiquement. Alors, et la deuxième remarque que je voulais faire également, et ça c'est une chose qui m'irrite beaucoup, c'est qu'on parle toujours de la bataille de Waterloo comme une grande victoire de Wellington. Or, ça, c'est le résultat d'une propagande anglaise qui a été remarquablement bien faite et qui continue d'ailleurs aujourd'hui, y compris dans des ouvrages à prétentions historiques. La bataille de Waterloo n'est pas et n'a jamais été une victoire anglaise. Sans l'arrivée je vais dire, cet abominable Blücher, Wellington était perdu, et ce n'est pas moi, admirateur de Napoléon, qui le dis, ce sont ses officiers d'état-major qui étaient autour de lui et qui disaient la situation est finie, et lui-même, c'est un lieu commun, mais on est bien obligé de temps en temps d'avoir recours au lieu commun. Lui-même avait dit, mon Dieu, je ne sais pas s'il avait imploré Dieu d'ailleurs, envoyez-moi la nuit où il faut que la nuit où les Prussiens arrivent. Donc il était mort, enfin c'était fini. Oui, nous allons revenir bien évidemment sur cette situation désespérée des Anglais, même jusque dans les dernières heures de la bataille. Vous le montrez très clairement dans votre livre. Mais si vous me permettez, si on pouvait dire quelques mots sur les 100 jours. Vous citez Talleyrand qui apprend le retour de Napoléon à Vienne. Talleyrand dit: cet homme est organiquement fou. Est-ce qu'on peut dire qu'il existe un décalage entre l'accueil terrifié de Vienne et d'autre part la perception des Français qui, tout au long du parcours de Napoléon jusqu'à Paris, visiblement fait un accueil triomphal au retour de l'empereur? Sauf dans le Midi, parce que les provinces, les régions méridionales étaient très travaillées par les royalistes, donc Napoléon, c'est pour ça qu'il ne s'est guère attardé dans les départements du Sud, enfin après son débarquement à Golfe-Jean, et il a été véritablement, c'est à Grenoble qu'il s'est vraiment senti redevenu un chef d'État, enfin un chef d'État accepté par le pays. Mais c'est vrai que
personne au congrès de Vienne n'imaginait que la chose fût possible. Pour eux, Napoléon avait abdiqué, il était fini. On allait pouvoir se partager les morceaux de la France, on allait pouvoir se partager l'Europe, parce qu'en fait, ce que l'on reprochait à Napoléon, c'est-à-dire d'avoir mis, entre guillemets, toujours bien entendu, l'Europe en coupe réglée, c'est la première chose que les Alliés réunis à Vienne se sont empressés de faire, chacun s'attribuant et se déchirant à belles dents pour avoir les meilleurs morceaux de ce que l'Empire français avait laissé derrière lui. Donc effectivement, pour eux, il y a quelqu'un qui a dit, je crois que c'est une aristocrate qui a laissé des souvenirs qui sont très très jolis, qui s'appelle Madame la baronne du Montet, a dit que la nouvelle avait littéralement jeté Metternich au pied de son lit. Alors je ne sais pas si c'est une image un peu comme on les utiliserait dans un journal, dans un vocabulaire, un jargon journalistique, mais c'est vrai que le choc a dû être terrible. Et les Alliés réunis à Vienne ont dû avoir de nouveau le spectre du fameux petit chapeau de la redingote, et en fait, je vais dire encore un mot un peu familier, de racler à venir, parce que quoi qu'on en dise, l'Empire, grâce à Napoléon, qui est un personnage hors du commun, et pas seulement un chef de guerre, parce que ça c'est toujours très mauvais de le présenter comme un chef de guerre, mais en l'occurrence un chef de guerre, les gens savaient très bien que Napoléon, revenu au pouvoir, il allait pouvoir relever de nouveau des troupes, que le pays lui était très favorable. D'ailleurs, l'afflux entre guillemets vraiment de volontaires qui sont arrivés pour servir dans celle qui n'était plus la grande armée, mais l'armée du Nord, a été tout à fait exceptionnel. C'est-à-dire que on n'a pas levé la classe 1816, si ma mémoire est bonne, et sans aucune coercition. Sur les 85 000 hommes qui avaient quitté l'armée après la première abdication de Napoléon, il y en a 76 000 qui sont venus spontanément se mettre au service de Napoléon. Je veux dire, c'est dire la popularité de l'empereur auprès des masses populaires, contrairement à ce que l'on dit, évidemment un sentiment qui n'était partagé ni par les émigrés revenus en grâce avec Louis XVIII, ni auprès des monarchies étrangères qui avaient été, comme je l'ai dit tout à l'heure, trop souvent rossées après avoir provoqué le pays. On retrouve donc l'armée. Est-ce qu'on retrouve ces maréchaux ? Vous avez une phrase terrible au début de votre livre, vous dites concernant Ney, Grouchy et Soult, aucun des trois principaux lieutenants n'était à la hauteur des responsabilités qui lui incombaient. Je fais partie de ces gens qui ont beaucoup d'admiration pour les maréchaux d'Empire, mais j'ai quand même bien entendu mes préférences. Alors bien entendu, dans mes préférences ne figure pas le maréchal Soult qui a eu une conduite honteuse à la fois avec ses frères d'armes à la Restauration et envers Napoléon qu'il a bassement insulté pour complaire à Louis XVIII et essayer de sauver sa situation. Mais il est vrai que les maréchaux que Napoléon a choisis, aucun n'avait l'envergure de la tâche qui lui incombait. Le maréchal Ney était un chef merveilleux, extraordinaire depuis la campagne de Russie, mais comme disait Napoléon, il porte sur son front la marque de son reniement de 1814. C'est une phrase terrible. Donc Ney à la tête un peu folle, il a toujours été un peu fou Ney, mais il est également psychologiquement un peu dérangé parce qu'il a justement tout ce background, enfin cet arrière-plan, je dirais pas de trahison, mais de reniement derrière lui. Il va être tout au long de la bataille, enfin il va multiplier les erreurs et il va presque être suicidaire, mais entraînant dans l'armée dans sa volonté de suicide, et ça c'est très grave. Soult a été mis comme major général par Napoléon à la place du maréchal Berthier qui était mort, qui s'était tué, ou on ne sait pas très bien, c'est un peu mystérieux, le 1er juin. Et indépendamment de ce que j'ai dit sur Soult tout à l'heure, lui non plus n'avait aucune qualification pour. Et Napoléon l'a pris, c'était uniquement pour avoir à ce poste, qui était tout de même un poste de prestige, un personnage qui fut capable entre guillemets, d'en imposer aux autres chefs de corps d'armée qui n'eussent pas forcément apprécié quelqu'un de leur rang pour les commander et leur donner, ou tout au moins, non pas leur donner, mais leur transmettre les ordres de Napoléon. Donc Napoléon a voulu que le poste fût tenu par un maréchal, ça a été la deuxième erreur.
Et la troisième erreur, vous parliez de Grouchy à l'instant. Grouchy est un personnage de l'Ancien Régime qui a servi très très fidèlement Napoléon pendant toute la campagne de l'Empire. C'est un très grand général de cavalerie. Il eut sans doute été parfaitement à sa place pour tenir la place de Murat que Napoléon avait repoussé avec à juste titre pour ses trahisons, ses reniements qui lui c'était encore pire que Ney, puisqu'il a pris les armes contre ses compatriotes. Et Grouchy n'avait pas l'envergure, d'ailleurs il va le démontrer, n'avait pas l'envergure pour commander l'aile droite de l'armée. Et d'ailleurs, Grouchy reste pour moi et pour beaucoup de gens, je crois, une énigme parce que sa volonté de se rendre aux raisons de l'un de ses lieutenants, donc le général Gérard, d'envoyer quelques milliers d'hommes au secours de Napoléon, ça reste inexpliqué. Bon, il y a une thèse que je connais, mais comme elle est vraiment très, je dirais, elle est sans preuve, je préfère ne pas en parler. Mais bon, c'est vrai que... Nous l'évoquerons peut-être dans les dernières minutes de l'émission, si vous voulez bien, Jean-Claude Dammam. Nous vous retrouvons après une première pause pour évoquer donc l'évolution, la marche de cette armée du Nord vers Waterloo. À tout de suite. Nous reprenons le cours de notre mission. Un jour dans l'histoire reçoit Jean-Claude Dammam, auteur d'une monographie sur la bataille de Waterloo, parue aux éditions Perrin dans la collection Tempus. Alors, nous avons évoqué le contexte militaire, politique. Avant de parler des adversaires de Napoléon, peut-être un mot, Jean-Claude Dammam, sur le point géographique vers lequel se dirigent ces 124 000 hommes, car il y a 124 000 hommes. Pourquoi la Belgique? Parce que Waterloo est en Belgique. Ça a une consonance anglaise? Oui, c'est vrai, c'est ce que je dis, c'est que aux oreilles, pour des oreilles anglaises, le village de Waterloo a une consonance agréablement anglaise. D'autant plus qu'ils l'ont bien repris, vu que la gare porte le nom de Waterloo. Ne me parlez pas de la gare. Mais donc c'est vrai, à l'époque c'est un village qui est à une vingtaine de kilomètres de Bruxelles, et c'est une position que Wellington avait repérée, je crois, l'année précédente, lorsqu'il était revenu je veux pas être trop précis, lorsqu'il était revenu du congrès de Vienne et qu'on lui avait confié le commandement des troupes qui se trouvaient en Belgique, parce que c'était Blücher était à l'est de l'Europe, enfin du côté de Namur, disons, et Wellington du côté dans toute la région de Bruxelles. Et en passant, il avait remarqué que cette position de Waterloo, par sa configuration vallonnée, parce que bien entendu tout le monde connaît la morne plaine de Victor Hugo, mais en fait, à l'époque, Waterloo n'était pas la morne plaine d'aujourd'hui. Et il avait remarqué que cette position en déclivité lui donnait la possibilité d'avoir une très très bonne position stratégique pour disposer ses troupes avec le dos à Bruxelles et puis un terrain très difficile pour l'attaquant. Parce que aujourd'hui, c'est vrai que lorsqu'on visite le champ de bataille de Waterloo, on a l'impression d'un terrain tout plat, mais on a l'impression d'un terrain plat à la suite de l'érection du monument à la mémoire, pour marquer l'endroit où le prince d'Orange a été, je dis, légèrement blessé. Et pour construire ce tumulus, il a fallu prendre de la terre. Et si on veut se rendre compte de l'effort qu'ont dû faire à la fois les cavaliers et les fantassins pour monter à l'assaut des positions anglaises, il faut regarder un des monuments qui se trouve le long de ce que les Belges appellent la chaussée de Bruxelles, donc la route qui mène de Charleroi à Bruxelles, et vous verrez à ce moment-là que effectivement le terrain est extrêmement en pente. Et quand on sait que, ça c'est un des événements clés aussi de la bataille, c'est quand on sait que le 17, il y a eu un orage d'une violence extrême, qui était presque apocalyptique, les hommes et les chevaux, les malheureux aussi, ont dû patauger dans une boue épaisse qui les immobilisait pratiquement. Et arrivait, donc Napoléon était sur les troupes françaises étaient sur une petite éminence, donc il fallait descendre dans un creux,
léger, mais on le voit quand même aujourd'hui, et ensuite remonter au niveau de l'époque, et ça c'était un effort surhumain dans la boue, etc. Donc il avait choisi une très très bonne position. La seule faiblesse, c'est que effectivement, ayant mis son armée avec la forêt de Soignes derrière lui, en cas d'échec, il eût été extrêmement difficile d'évacuer l'armée, de faire repartir l'armée en direction de Bruxelles via la forêt de Soignes, qui à l'époque, aujourd'hui c'est un peu différent, était extrêmement serrée, extrêmement dense. Alors en face, nous l'avons répété plusieurs fois, Wellington. Qui est Wellington? Un géant de l'armée britannique? Je dirais que ce n'est pas parce que on a fait de lui, je dis bien, on a fait de lui le vainqueur de Napoléon à Waterloo, que c'est un grand chef de guerre. C'est un bon professionnel, sans grande imagination, sans génie, mais à aucun moment on ne devrait le comparer à Napoléon, à côté de qui, il n'est rien. Alors il y a aussi Blücher, le Prussien, et on sent à vous lire qu'il ne peut pas renier ses origines. Hein, ça, c'est... Wellington, je n'aime pas. Il faut être tout à fait honnête. On ne peut pas parler du Premier Empire et éprouver de la sympathie pour l'Angleterre. Ce serait un hiatus. Enfin, pour moi, c'est impensable. Mais cela dit, je reconnais, je ne sais pas si vous y avez été sensible, le courage des soldats anglais, des officiers, etc. Moi, je hais. Ça, vous montrez clairement dans votre livre toute cette part de courage qui existe, bien évidemment, chez les soldats. Il y a notamment ce Mercer. On en reparlera tout à l'heure, effectivement. Alors, Blücher, c'est vrai, c'est un personnage que je déteste particulièrement, à mon avis avec raison. C'est l'archétype même du Prussien arrogant, brutal, haineux et revanchard. Alors, je dirais qu'à sa décharge, il a des raisons de haïr la France napoléonienne et de haïr Napoléon. Pourquoi ? Parce que c'est le vaincu de Iéna et de Auerstadt, obligé de se réfugier, ce qui est une lâcheté insigne, dans une ville libre, c'est-à-dire une ville neutre, qui était la ville de Lübeck, où il a été obligé de capituler, alors en laissant drapeau, canon. Enfin, pour lui, ça a été un affront, surtout quand on sait que c'est quand même la Prusse qui avait déclenché la guerre. Il a été vaincu à Iéna, il a été vaincu pendant la campagne de Saxe, plusieurs fois, à Bautzen, Lutzen, etc. Pendant la campagne de France en 1814, Napoléon lui a infligé encore des défaites. Et la campagne de 1814, il faut bien se rendre compte que c'est une campagne menée avec ce qu'on appelle des soldats enfants. Enfin, les célèbres Marie-Louise sont vraiment des gamins. Et Napoléon a infligé à Blücher et à ses Prussiens prétentieux des raclées, je peux pas appeler ça autrement, à Brienne. En plus, c'était symbolique, l'école de Brienne, à Vauchamp, à Montmirail. Et en plus, le pire, c'est qu'il lui a infligé le 16 juin, c'est-à-dire 2 jours avant le fatal 18 juin, une défaite mémorable qui a été mal exploitée, mais une défaite sur laquelle il n'y a absolument aucune ambiguïté. C'est à Ligny, et vous qualifiez cette défaite, en fait, du côté français de victoire inachevée. Tout à fait, parce que pour des raisons que j'ignore, parce qu'en fait, quand on travaille sur ce genre d'époque, il serait bien présomptueux d'avoir l'impression d'apporter la parole finale à un fait historique de cette importance. Mais c'est vrai que autant la victoire est incontestable, la bataille de Ligny est une victoire incontestable, autant par la suite, son exploitation elle n'a pas été exploitée, puisque Blücher a pu s'échapper avec ses troupes, alors à la suite d'erreurs de reconnaissance, de cavalerie légère qui ont confondu des blessés, des fuyards et le gros des troupes. Tout ça dépasse le cadre de l'émission, et puis moi-même n'étant pas stratège, j'aurais bien du mal à l'expliquer. Donc c'est une vraie victoire, mais mal exploité, ce qui a permis à Blücher de revenir le 18 juin, se porter au secours de son allié anglais. Mais c'est une véritable victoire. Donc Blücher était forcément haineux. Il y a un petit mot sur Blücher que je ne résiste jamais à mentionner. Il est bien connu. Enfin, un jour qu'il était en visite à Londres, il a dit « Quelle belle ville à mettre à sac ».
Donc ça résume un peu tout le personnage. Oui. Alors, nous sommes la veille du 18 juin. Quel est le plan de Napoléon ? Le plan de Napoléon dès le départ, ça a été qui était sa tactique ou sa stratégie traditionnelle, c'est que Blücher était du côté de Namur, Wellington était du côté de Bruxelles. Entre eux, il y avait tout de même une distance assez importante. Donc, selon l'habitude napoléonienne, il voulait se glisser entre les deux armées pour en battre une et puis écraser l'autre. Mais dès le départ, c'est-à-dire dès le 16 juin, si la bataille de Ligny a été une vraie victoire, le maréchal Ney déjà a fait pas mal d'erreurs, c'est-à-dire qu'il y a, puisque vous avez lu le livre, un carrefour tout à fait stratégique, qui est le carrefour des quatre bras, dont il devait s'emparer, parce qu'il était gardé que par quelques troupes, donc ça lui était très facile. Et de manière totalement inexpliquée, il ne s'y rend pas. Il ne s'y rend pas, ou alors très très tardivement, c'est-à-dire que lorsqu'il s'y rendra, il se trouvera lui à son tour en situation en infériorité numérique, donc il ne pourra pas s'emparer du carrefour. Et à partir de ce moment-là, s'étant emparé du carrefour, Napoléon comptait sur lui pour se retourner contre les Prussiens et participer à leur écrasement. Et il n'a pas, je dirais qu'il n'a pas rempli sa part de contrat. Donc à partir de pratiquement toute la campagne de 1815, autant elle a très bien, la conception était parfaite, l'armée était très bonne, mais elle avait une petite faiblesse, on en reparlera tout à l'heure si vous le souhaitez. Napoléon considère qu'il a 90% de chance au matin de la bataille. Bien sûr, il avait 90% de chance parce que ni Wellington ni Blücher ne pouvaient prétendre, je ne dis pas qu'il n'était pas capable de résister, bien entendu, à la pression de l'armée napoléonienne, mais ne pouvaient vraiment prétendre vaincre Napoléon. C'était, même en 1815, malgré le travail écrasant qu'il avait fait pendant les 100 jours, parce qu'il faut... Napoléon n'arrive pas sur le terrain tranquille après 3 mois paisibles. Il a travaillé, il a relancé, reconstitué l'armée, les armements. Il a fait un travail extraordinaire. Et donc c'était déjà un homme fatigué, mais intellectuellement, il était et stratégiquement, enfin l'homme de guerre était aussi bon que d'habitude. Mais je dis bien quand même Napoléon dit un grand désastre désigne toujours un grand coupable. Donc le grand désastre étant pour moi l'attribution de ces postes clés à des gens qui n'étaient pas aptes. On peut dire que d'une certaine manière, je dis bien d'une certaine manière, Napoléon est un peu responsable de sa défaite du 18 juin. Je reçois Jean-Claude Dammam, auteur d'une monographie intitulée La bataille de Waterloo, parue aux éditions Perrin l'an dernier, dans la collection de poche, la collection Tempus. Nous nous retrouvons dans quelques minutes. Nous reprenons le cours de notre émission. Un jour dans l'histoire reçoit Jean-Claude Dammam, auteur d'une fameuse bataille de Waterloo, bataille que nous évoquons avec lui. Alors Napoléon a établi son QG dans une ferme, la fameuse ferme du Gros Caillou. Et le lendemain, donc le 18 juin au matin, on peut dire assez étrangement, il s'adresse à un local pour obtenir un maximum d'informations sur les lieux. Ah oui, c'est l'anecdote de Monsieur de Coster, qui était un flamand émigré ou perdu en territoire francophone, comme on dit en Belgique aujourd'hui. Et ça, c'est assez révélateur d'une situation dont nous ne sommes plus du tout conscients aujourd'hui. C'est qu'à l'époque, d'abord, quand il faisait nuit, c'était une nuit noire. Aujourd'hui, on ne sait plus ce que c'est qu'une nuit noire. Et quand on était dans un pays, fût-il aussi proche que l'est la Belgique, il n'y avait absolument pas de repères géographiques. C'est-à-dire qu'on pouvait être à 25 km de Bruxelles sans savoir où était Bruxelles. Donc il avait absolument besoin d'un guide. Malheureusement, il est mal tombé, parce que le personnage ne s'exprimait pas très bien en français, même pas du tout. Il a retenu simplement que Napoléon allait le récompenser pour l'aide qu'il voudrait bien lui apporter. Mais je dirais que l'anecdote de Coster, enfin l'aide que de Coster a apportée, à mon avis, est tout à fait illusoire, mais elle est révélatrice, c'est qu'en fait, on se trouve dans un endroit et on ne sait pas où on est. Et quand on dit « Ah oui, mais telle aide de camp n'a pas su porter un ordre », bien sûr, mais où aller ? Pour aller de Bruxelles à Namur, à l'époque, comment voulez-vous ?
Il n'y a pas de repère géographique. Les cartes, la carte d'ailleurs dont se sert Wellington et celle dont se sert l'empereur sont les mêmes. Elles sont, j'en ai vu de reproduction d'un flou tout à fait remarquable. Enfin bon, ce ne sont pas des outils de travail, ce sont vaguement des repères, mais les distances ne sont pas très bonnes. Donc Napoléon est près de Waterloo, mais il ne sait pas en fait vraiment où les lieux où il doit porter ses appuis, ses attaques. C'est un pays civilisé et en même temps est un pays perdu. Oui. Bon, il reste très réaliste et ce qui est assez fascinant, c'est de voir cet empereur frapper à la porte d'un homme pour lui demander conseil. Il y a un fossé et pourtant l'un a fortement besoin de l'autre. Alors mais je crois que Napoléon, pardonnez-moi, je réponds parce que vous dites on voit cet homme etc. qui frappe, mais Napoléon est un homme simple. Je veux dire, il ne lui répugnait pas d'aller frapper à la porte d'un cabaretier ou d'un marchand de chevaux, etc. pour avoir des renseignements, ce qui eût été impensable évidemment avec le chef d'une armée de l'Ancien Régime. On n'aurait pas condescendu à descendre aussi bas. Alors il est difficile, venons-en à la bataille, il est difficile à la radio de donner une image, vous en avez un peu parlé tout à l'heure, mais pouvez-vous nous décrire le lieu de l'affrontement, ou plutôt la position des armées sur ce champ de bataille, ce fameux Mont Saint-Jean, le sud de Waterloo? Ce qui est très frappant déjà, c'est de voir qu'il y a, lorsqu'on va aujourd'hui à Waterloo, les guides vous emmènent sur la position occupée par l'empereur, donc par Napoléon, son poste de commandement, et on vous montre l'endroit où se trouvait le fameux orme de Wellington qui a été débité par un touriste anglais et revendu à grands frais. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'à la lunette, les deux hommes pouvaient se voir. C'est un champ de bataille extrêmement exigu, ça fait 4, comme on disait à l'époque, 4 lieues carrées, c'est-à-dire, je suppose, à peu près 25 ou 30 kilomètres carrés, dans lesquels sont renfermés 140 000 hommes. C'est un peu comme un explosif qui est confiné dans un tout petit espace. La conflagration est d'une brutalité extrême. Et ce qui, à mon avis, rend la bataille de Waterloo aussi prenante et aussi et en même temps aussi triste et aussi atroce, c'est que ce sont 140 000 hommes qui se sont écharpés dans un espace extrêmement restreint. Vous vous rendez compte, 140 000 hommes, c'est énorme. Et cet espace confiné ressort parfaitement de votre livre. On sent cet emmêlement des hommes, des chevaux. Ah oui, ils sont vraiment les uns sur les autres. Je dis même pas vraiment un galop, parce que compte tenu de la nature du terrain détrempé par l'orage du 17 dont j'ai parlé tout à l'heure, le galop, c'est romantique, mais c'est dans le cas de Waterloo totalement illusoire, sauf sur la chaussée de Bruxelles, sur la route principale. Les hommes sont vraiment les yeux dans les yeux, en fait. Et ça donne une portée. Vous me parliez tout à l'heure de l'élément humain, ça donne une portée humaine à la chose, enfin à cette bataille de Waterloo qui est tout à fait phénoménale. Mais moi, ce qui m'a frappé, et quelqu'un qui avait lu mon livre l'avait écrit dans une critique, il avait écrit: on sort abasourdi par la violence des combats. Et je n'ai pas voulu dissimuler sans donner des détails scabreux ou trop sanglants, mais c'est une bataille d'une férocité extrême. On avait l'impression, je vais prendre une analogie politique, on avait l'impression que pour tout le monde, c'était la lutte finale, en fait. Il fallait absolument que Napoléon fût terrassé à Waterloo. Alors ce combat, commence à quelle heure? Alors, je reviens un instant sur mon orage du 17, parce que Napoléon avait envisagé, si l'on se réfère aux sources de l'époque bien entendu, avait envisagé de commencer sa bataille de bonne heure, c'est-à-dire aux alentours de 9 heures, puisqu'on était au mois de juin, les jours sont longs, ce qui lui donnait une grande latitude pour mener son opération de la journée. Mais compte tenu de l'état détrempé du sol, il a attendu jusqu'à 11 heures, de façon à ce que le sol sèche un peu pour pouvoir faire manœuvrer son artillerie. Alors c'est vrai que l'artillerie à l'époque, les pièces de 12 dont il est question, ce sont des pièces qui exigent 25 servants
pour les manipuler, pour les servir, comme on dit en artillerie. Donc, ce sont des pièces extrêmement lourdes. Il fallait, je ne sais plus combien de chevaux, j'ai dû le dire dans une note. Donc, ces pièces ne pouvaient pas manœuvrer dans un terrain dans lequel elles se fussent enfoncées jusqu'au moyeu. Donc, il a différé jusqu'à ce que le terrain fût à son impression relativement praticable, ce qui l'a emmené à 11h30. Alors, il y a des querelles entre 11h30 et 11h35, mais moi je n'entre pas dans ce genre de choses. Disons 11h30. Mais c'était quand même déjà 2h30 de jour de perdu. Et peut-être que je pense que s'il n'avait pas plu, bon, pas avec des si, bien entendu, on peut refaire l'histoire, on peut tout refaire, mais je pense que ça a été un des drames de cette journée du 18 juin, c'est cet orage phénoménal. Et d'ailleurs, Wellington a toujours été servi par les orages, parce qu'il a gagné une bataille, pour laquelle il n'était pas donné vraiment favori en Espagne, et ça a été précédé d'un orage extraordinaire et qui lui a donné, mais bon, le sol n'était pas détrompé, mais un de ses officiers a dit à chaque fois qu'il y a un orage, le duc de Wellington remporte une victoire. Enfin, je dirais que là, c'est pas le duc de Wellington, c'est Blücher. Alors, après les tirs d'artillerie qui durent un peu moins de 2 heures, vient le premier choc des fantassins, et c'est la première grande épopée que vous racontez au lieu dit de Hougoumont. C'est bien cela. Hougoumont, oui. Ce sont les forces de Jérôme Bonaparte qui sont engagées, et comme né pour les 4 bras, Jérôme n'obéit pas aux ordres de son frère. Alors, la ferme de Hougoumont, et c'est un lieu tout à fait magique qu'on visite aujourd'hui, parce que la ferme existe encore. Les guerres de l'époque ne détruisaient pas tout, et c'est un lieu particulièrement émouvant quand on sait ce qui s'y est passé. La ferme d'Hougoumont représentait l'extrême droite du dispositif anglais. Et c'était pour Wellington, il importait que la place fût tenue. Il y avait mis des troupes d'élite, des Foot Guards, qui étaient vraiment l'élite de l'armée anglaise. La mission de Jérôme, qui ne commandait pas, qui avait une division et qui était sous les ordres du général Reille, avait reçu comme instruction, mais ça aussi c'est très contesté, alors on est toujours obligé presque de parler au conditionnel, mais si l'on s'en tient à la thèse généralement admise, Jérôme avait reçu simplement pour instruction de son frère de faire ce qu'on appelle une démonstration, c'est-à-dire de faire du bruit, pour attirer l'attention de Wellington, qui, étant très attaché à la possession de son extrême droite, de cette pointe avancée, aurait dégarni sa position, ce qui lui permet à Napoléon de pouvoir fondre dessus dans de meilleures conditions. Et toute la journée, Jérôme, alors pour un excès de zèle qu'on ne s'explique pas très bien d'ailleurs, a immobilisé, je crois, 5 ou 6 000 hommes dans une attaque qui, de toute façon, était perdue d'avance, puisque il n'y a pas eu de préparation d'artillerie, donc c'était se lancer à l'assaut pratiquement d'un château fort, avec juste des baïonnettes. Oui, vous écrivez que les Français sont fusillés à bout portant. Alors ça, c'est la première partie, la première phase de la bataille qui se termine vers 15 heures. Napoléon n'est pas très satisfait, il revoit ses chances, il les évalue désormais à 60%. Et dès lors, il y a cette deuxième phase que vous intitulez d'une manière assez lyrique, le massacre des centaures. Et comme Joseph, au fond, Ney va persister lui aussi dans une erreur, il va se lancer, il va lancer la cavalerie. Alors, il y a eu une autre erreur qui a coûté très cher à l'infanterie française, c'est que lorsque les 19 000 hommes se sont lancés à l'assaut des positions anglaises, les colonnes étaient tellement serrées qu'il eût été impossible pour elles de se déployer en carré sous une attaque de cavalerie. Alors personne ne sait qui a donné l'ordre d'adopter une formation aussi, pardonnez-moi le mot, aussi abracadabrante dans une attaque comme celle-ci. Alors ça, c'est une erreur grave. Et puis ça aussi, c'est une des grandes erreurs de Ney, et donc je dirais aussi par une des grandes erreurs de Napoléon, c'est que il a lancé sa cavalerie à l'assaut des carrés anglais. Alors pourquoi ?
peut-être, il l'a fait plusieurs fois d'ailleurs, parce qu'à un moment, je crois qu'il a confondu dans sa longue vue une évacuation de blessés et éventuellement des fuyards, parce qu'il y avait des fuyards aussi bien chez nous que chez ceux d'en face. Hein. Il a confondu ça avec une retraite ou une amorce de retraite, et il s'est dit je vais achever cette retraite en déroute, et en fait pas du tout. Donc il a lancé ses cavaliers contre des carrés anglais, et les carrés anglais ont toujours eu la réputation de ne pas pouvoir être brisé par un assaut de cavalerie. Mais je crois que c'est pas forcément les carrés anglais, c'est la formation tactique qui fait qu'on ne peut pas avec des chevaux, des sabres, etc. attaquer un carré. Mais il y est revenu avec une sorte d'aveuglement, une sorte de rage, mais qui à la fin de la journée allait peut-être se révéler payante, puisque je l'ai dit, les carrés anglais étaient vraiment émincés, arrondis. Certains n'avaient même plus de face. Il n'était plus que sur 2 rangs, mais il a fait véritablement, et sans demander l'avis de Napoléon, qui après a bien été obligé de soutenir ce mouvement parce qu'il se rendait bien compte que c'était un mouvement de folie, mais bon, la folie étant commencée, il fallait la pousser à son paroxysme pour éventuellement la faire déboucher sur quelque chose de positif. Et on peut dire que Ney a vraiment à ce moment-là perdu la bataille de Waterloo, parce qu'il a saigné la cavalerie. Je veux dire, toute l'élite de la cavalerie qui était une merveille, même Wellington le reconnaissait, a été massacré à bout portant à la fois par l'artillerie anglaise, servie entre autres par le capitaine Mercer dont vous parliez tout à l'heure. Et jamais cette cavalerie qui attaquait n'a jamais été soutenue par des colonnes d'infanterie. C'est-à-dire que lorsqu'elle arrivait à disloquer un peu un carré, il eût fallu que l'infanterie arrivât juste immédiatement derrière pour augmenter cette brèche qui venait d'être ouverte. Or, les cavaliers, un cavalier ne peut ébranler un carré, mais il ne peut pas y faire brèche. Donc et l'infanterie était derrière, on ne sait pas. Il oubliait toujours qu'il avait de l'infanterie. Pourtant, vous décrivez un Wellington qui est angoissé par cette situation, et il croit que la situation, au fond, est désespérée. Mais il est exact que s'il est vrai que les actions du maréchal Ney confinent au suicide, enfin à une action suicidaire. D'ailleurs, un officier anglais a parlé à propos des attaques de Ney. Il a dit c'est un meurtre d'envoyer de la cavalerie dans des conditions aussi détestables. Mais il n'en reste pas moins vrai que les carrés anglais étaient vraiment affaiblis. Et en fin de journée, les officiers de l'état-major de Wellington étaient persuadés que la bataille était perdue. Et effectivement, la bataille pour Wellington était perdue jusqu'à l'arrivée des Prussiens. Voilà, et ça a été... Et là, si vous permettez, je vais juste évoquer, je vous ai parlé tout à l'heure de la troupe et de sa faiblesse éventuelle. Donc la troupe de 1815, elle idolâtre Napoléon, mais elle n'a confiance qu'en lui. Les maréchaux, pour les soldats, les maréchaux sont des traîtres. Ils ont trahi l'empereur en 1814, donc ils n'ont pas confiance. La trahison de Bourmont a failli entraîner une mutinerie dans le corps d'armée de Gérard. On est déjà passé à la limite d'une grave mutinerie. Alors cette troupe idolâtre l'empereur, mais en même temps, cette méfiance qu'elle a pour les chefs qui la commandent, les hauts gradés bien entendu, induit une espèce de fragilité. C'est-à-dire qu'en cas d'échec ou en cas d'accroc dans le fonctionnement de l'attaque, elle est prête à s'effondrer. Et on va le voir à la fin de la journée, quand les Prussiens vont arriver sur le champ de bataille. Ces hommes qui se battent, parce que tout à l'heure j'ai parlé on n'avait pas de repères, etc. Mais il faut voir aussi qu'un combat
à l'époque, comme disent les journalistes sportifs, c'était quelque chose de très physique. Se battre marcher, courir, se battre à la baïonnette, percer le ventre d'un homme d'un coup de baïonnette, c'est quelque chose d'atroce. Se battre avec un sabre qui pèse, qui est lourd, je ne sais plus, enfin selon les modèles, c'est extrêmement fatigant. Donc il y a une tension nerveuse que tous les hommes qui ont connu la guerre, dont les hommes qui ont connu la guerre sont familiers. Il y a une espèce d'exaltation pendant le combat, mais s'il se passe quelque chose, après cette exaltation est suivie d'une sorte de dépression qui va expliquer qu'au moment où il lui fallut donner, pardonnez-moi le mot, un coup de collier, ces hommes vont s'effondrer parce qu'ils attendaient, on leur a annoncé en plus l'erreur suprême, on leur a annoncé l'arrivée effectivement du corps d'armée, enfin de l'aile droite et des soldats de Grouchy, et ils voient arriver les Prussiens. Donc ils ont eu l'impression d'être trahis. Et comme il y avait depuis le début une atmosphère de trahison, Bourmont a trahi, il y en a d'autres qui ont trahi, bien entendu. Ils n'ont pas compris que c'était une erreur de Grouchy. Ils ont dû voir encore une trahison des grosses épaulettes, selon l'appellation en vigueur dans la Grande Armée. Et une des choses aussi qui a conduit à l'effondrement de l'armée, ça a été le massacre de la Garde. Parce que Napoléon avait lancé la garde impériale, tout le monde sait qu'elle ne recule pas. La garde, elle est mythique, et c'est une troupe magnifique. Mais malheureusement, quand Napoléon a lancé la garde à l'attaque, il y a un officier royaliste de carabiniers qui s'est dirigé au galop, la main en l'air et la poignée sur le sabre, a l'air de dire en criant « Vive le roi !» Et il a annoncé aux officiers de Wellington par où allait attaquer la garde. C'est-à-dire qu'au lieu de bénéficier de l'effet de surprise, la garde a eu effectivement un effet de surprise, mais c'est elle qui a été surprise parce que les Anglais avaient eu le temps de disposer leurs canons et elle a été littéralement massacrée. Et alors on a vu, alors là aussi ça fait partie des légendes, tout le monde a dit la garde recule, mais quand on lit, si ma mémoire ne me fait pas défaut, lorsqu'on lit Drouot, les mémoires de Drouot, il dit ce n'est pas la garde qui a reculé, c'était les blessés qui reculaient pour ne pas gêner leurs camarades. Mais il faut se mettre dans l'optique d'un champ de bataille, fumée, bruit, cris, hurlements des blessés, hurlements des chevaux, les pauvres qui eux aussi sont épouvantablement mutilés comme les hommes. Donc c'est un enfer. Et quand on voit de loin ces hommes en bleu avec la buffleterie blanche, leur grand bonnet, ce symbole de l'invulnérabilité, de l'invincibilité, quand on les voit, quand on croit les voir reculer, à ce moment-là, l'effondrement n'est pas loin, parce que c'est plus que des hommes qui reculent, c'est un symbole. Et à ce moment-là, vous ne pouvez plus rien retenir. Nous nous retrouvons, Jean-Claude Dammam, si vous le voulez bien, après une dernière pause. Nous reprenons le cours de notre émission. Un jour dans l'histoire reçoit Jean-Claude Dammam, auteur d'un livre, La bataille de Waterloo, paru aux éditions Perrin dans la collection de poche, la collection Tempus. Alors, la bataille, cette fois, est bel et bien perdue, et dans votre livre, les 3 derniers chapitres sont consacrés à, j'allais dire, l'horreur humaine de la guerre. Vous décrivez tous ces cadavres, ces hommes fatigués, perdus, amputés, blessés dans leur chair. C'est peut-être l'aspect le plus humain, ou l'aspect le plus humain qui ressort de votre livre, la guerre vécue par ces soldats. Et dans la tentative de soigner les plaies, les Belges ont un rôle primordial, et vous lancez un cri, vous dites honneur à la Belgique. Oui, tout à fait. J'ai découvert le rôle des Belges, alors qu'ils soient de Bruxelles, d'Anvers, de Gand, de partout. Je parle des couches moyennes. Je parle pas, bien entendu, de ce qu'on appelle vulgairement un peu les profiteurs, qui eux penchent toujours en faveur du régime fort, mais la population belge. J'ai découvert qu'elle a été absolument admirable. Et quand j'ai découvert ça, j'ai absolument voulu leur consacrer à ces gens un chapitre qui s'intitule, comme vous venez de le faire remarquer, Honneur à la Belgique. Et ça me permet de faire, si vous le permettez, une petite parenthèse, parce que on présente toujours l'armée napoléonienne, la Grande Armée, pour reprendre son appellation mythique, on la présente toujours comme une armée de tueurs, de brutes, de sadiques. Je passe sur des épithètes encore plus malsonnantes. Et
je me dis que si les Français s'étaient conduits si mal que ça en Belgique, pensez-vous réellement que les Belges les eussent secourus comme ils l'ont fait? En revanche, les Prussiens qui, en 1814, ont fait du côté de Namur des exactions sans fin, des viols, des pillages, des meurtres, etc., à tel point que les habitants de la région de Namur allaient en secteur anglais où il n'y avait, il faut le reconnaître ceci, quand même pas de problème. Les Prussiens, les Belges les laissaient, comme je le dis, crever sur place parce qu'ils ne pouvaient pas oublier toutes les exactions faites. Et là, il y a un livre extraordinaire d'un général belge qui s'appelle le général, je le cite parce que c'est un livre que je considère comme magistral, qui s'appelle le général Hector Jean Couvreur, qui relate toutes les exactions des troupes d'occupation alliés à l'époque et principalement des Prussiens. C'est quelque chose d'hallucinant, hallucinant. Donc je dis que si les Français avaient été ces brutes sanguinaires décrites complaisamment par des pamphlétaires à visée commerciale, etc., je cite pas de nom mais qu'importe, et tout le monde se reconnaîtra, les Belges n'auraient pas fait cet effort admirable qui a poussé tout le monde, aussi bien les gens de Bruxelles, les gens de Nivelles, des petits villages, les habitants d'Anvers. Quand vous voyez ce négociant d'Anvers qui porte sur son dos des blessés français qu'on a laissés croupir, blessés dans la fange, enfin même pas dans la fange, puisque les malheureux n'avaient pas de paille, à bord de barges qui sont arrivées jusqu'à Anvers. Il prend ces épaves, disons le mot, répugnantes sur son dos, il est conduit dans la corderie, qui était un bâtiment, comme son nom l'indique, qui fabriquait des cordages pour les navires de guerre et de commerce. Je veux dire, il y a eu un élan de solidarité qui s'est même poursuivi après la défaite, puisque à Namur, quand Grouchy, qui était revenu à un petit peu plus de lumière, a fait un mouvement tout à fait remarquable d'ailleurs pour amener sa troupe, ils sont passés par Namur, les habitants de Namur les ont aidés, il y a eu les combats, ils les ont aidés, protégés, ils leur ont donné des moyens de s'échapper, alors qu'ils savaient que les hommes qu'ils étaient en train d'aider étaient des vaincus et qu'ils risquaient tous les ennuis possibles avec les Prussiens, puisque c'était les Prussiens qui étaient derrière eux. Et alors, la conduite des Prussiens était d'autant plus choquante qu'ils étaient en pays allié. Ils n'étaient pas en pays ennemi. La Belgique était un pays allié. Donc la Belgique et les Belges ont été admirable, et moi je suis vraiment très heureux de leur avoir rendu hommage. Alors, il y a une autre image dont on a déjà parlé, c'est celle des liens qui peuvent se créer après sur le champ de bataille. Vous montrez Mercer qui se dirige vers un Français et qui le salue admirablement. Ah oui, ça c'est une... Mais Mercer, quand on lit les mémoires, il faut les lire en anglais d'ailleurs, parce qu'en français, comme d'habitude, elles sont expurgées. C'est un personnage, donc c'est un officier de la Royal Horse Artillery, l'artillerie à cheval britannique. C'est un personnage hors du commun, c'est un personnage humain, élégant, enfin je veux dire moralement élégant. Vous savez, quand il voit arriver, il a fait des descriptions de ses charges de cavalerie, on sent que l'idée de faire tirer à mitraille, parce que la mitraille c'est ce qu'il y avait de pire, c'est ce qui mutilait, le boulet, il arrachait presque correctement, si vous me permettez une image aussi choquante, la mitraille mutilait horriblement, et l'idée de voir arriver ces hommes extraordinaires, calmes, décidés, il en est triste, et Mercer est un personnage, moi j'ai beaucoup de respect pour lui, et à la fin, c'est vrai qu'à la fin de la bataille, il voit un petit groupe de soldats réunis autour d'une sorte de vétéran, puisque c'est un vétéran des lanciers, des lanciers de la garde, des lanciers rouges de la garde, qui est très gravement mutilé, et quand il voit arriver un Anglais, il dit à ses hommes de se bien contenir pour ne pas donner une mauvaise image du soldat français, fût-il vaincu. Et Mercer dit que son comportement était celui d'un Romain, et il ne peut pas s'empêcher de l'admirer. Il demande sa lance. Il lui demande sa lance, et effectivement, je ne l'ai pas mis, et je le regrette dans le livre. Tous les ans, au 18 juin, il sortait la lance de cet homme, et il avait une petite cérémonie du souvenir. Oui. Parce que après le combat, et c'est ça qui est remarquable à l'époque, quel que soit, sauf
bien entendu, les guerres civiles, comme ont été la guerre d'Espagne et au Portugal, à l'époque, les soldats se combattent, mais il n'y a pas de haine. Bon, le sort politique fait qu'ils se combattent, mais une fois que le combat est terminé, on redevient des frères d'armes. Et vous avez plein d'exemples d'anglais, même d'un blessé anglais parce que bien entendu les blessés français, eux, restaient, pardonnez-moi le mot, à crever sur le champ de bataille, puisqu'il n'y avait plus de service de santé pour s'occuper d'eux. Et il y a un blessé anglais qui refuse de quitter ses compagnons d'infortune, qui sont des Français, qui dit non, je ne partirai pas si l'on n'emmène pas, mais pas mes amis, mais mes compagnons d'infortune. Et j'en profite d'ailleurs pour citer toujours une phrase de Napoléon que je trouve très belle et qui résume très très bien l'homme, et qu'il dit: après la bataille, il n'y a plus d'ennemis, il n'y a plus que des hommes. Et ça, je trouve tout à fait admirable, et ça en dit très long sur le personnage. Eh bien, nous allons nous quitter sur cette phrase. Nous aurions pu évoquer bien d'autres choses, notamment le départ de Napoléon pour l'Angleterre, départ terrible. Vous montrez aussi un Napoléon pleurant après la bataille. Malheureusement, le temps nous fait défaut. Jean-Claude Dammam, je vous remercie. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages sur le Premier Empire, une biographie du maréchal Lannes paru chez Payot, et ainsi qu'un livre auquel je renvoie tous nos auditeurs, La bataille de Waterloo, dans la collection de poche des éditions Perrin, la collection Tempus. Je donne rendez-vous à tout le monde à la semaine prochaine. Au revoir. Merci de m'avoir accueilli chez vous. Je vous en prie, au revoir.